10. Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme je vous l'avais promis, cette fois-ci, cette nuit et non pas demain après-midi. Finalement je suis encore en forme donc pour vous parler de NXT TakeOver Chicago qui vient tout juste de se terminer. Donc il est très tard, hein, mais voilà, j'avais envie déjà de vous parler à chaud de ce pay-per-view et vous donner mon avis, mon impression sur ce pay-per-view. Peut-être que vous ne l'aurez pas encore vu à l'heure où vous écouterez cette vidéo, hein, probablement demain. Donc peut-être que vous l'aurez pas encore vu, donc attention aux spoilers, bien entendu. Euh, en tout cas, voilà, je peux vous dire, avant d'entamer le début de ma review, que ça a été un très bon pay-per-view. Vraiment un très bon pay-per-view. On en reparlera à la fin de cette vidéo. On commence donc avec l'opener qui a vu s'affronter Roderick Strong à Eric Young. Alors d'entrée de jeu, on a eu une surprise hein, puisque on a vu un Strong qui a tardé à venir sur le ring et qui est arrivé en fait par surprise pour s'attaquer directement aux compères d'Eric Young, à savoir Killian Dane et Alexander Wolf. Donc dans le but hein, de s'en débarrasser d'entrée de jeu. Et puis pour démarrer son match de façon plus tranquille. Mais bon, évidemment, les deux se sont vite remis sur pied pour suivre le match par la suite. Hein. Du coup, j'ai envie de dire que voilà, j'ai pas vu vraiment l'intérêt de faire ça, hein, puisque forcément les deux avaient forcément largement le temps par la suite de se relever et de se venger sur Strong par la suite. Hein. Ce qui est d'ailleurs arrivé, puisque on a vu notamment un super crossbody de Killian Dane hein, sur Strong à l'extérieur du ring. Puis plus tard, une autre intervention d'Alexander Wolf, cette fois-ci, qui a kické Strong de l'extérieur du ring. En ce qui concerne la fin du match, c'est finalement donc Roderick Strong qui s'en sort, avec un chouette finisher d'ailleurs, assez original, hein, qui part un peu comme une Falcon Arrow, et qui se termine par un backbreaker. Strong parvient donc à courir Eric Young malgré le retour désespéré de Dane et de Wolf. Donc c'est quand même cool pour Strong, hein, car après sa défaite face à Itami, hein, ça aurait fait beaucoup de défaites et ça aurait fait beaucoup de perdre encore à nouveau. Et puis on a vu en fait, en plus on se souvient, on a vu 2 clips sur sa vie hein, récemment. Il y a quand même un début de push qui semble naître du côté de Strong. Donc voilà, c'était quand même bien qu'il gagne ce match. Et pour Eric Young, c'est quand même moins gênant de perdre parce que Sanity c'est surtout quand même une équipe avant tout. Et c'est ça, c'est la faction entière qui représente une menace plus que Eric Young lui-même, qui lui peut se permettre de perdre au moins un match, quoi. Donc c'est moins gênant. Et c'était surtout, je pense, Strong qui avait besoin de cette victoire. Même si dans mes pronostics, j'étais plutôt parti sur Young. Afin de garder, on va dire, un Sanity encore puissant, même pour Yang lui-même. Mais au final, je suis quand même plutôt satisfait. Ça me gênait quand même de voir Strong perdre. Donc c'est bien qu'il ait gagné. En tout cas, ça a été plutôt un bon match pour démarrer ce takeover. Un bon petit opener. Mais bon, le contraire m'aurait étonné, hein, vu la qualité des deux lutteurs. Et malgré un build-up qui a été, on va dire, quasiment nul, hein, on se souvient comment les choses ont démarré. Hein. Ça s'est fait vraiment de façon très discrète et vraiment à la dernière minute, on va dire. Donc c'est quand même pas si mal de s'en sortir avec un bon match comme ça. On passe au match suivant. Pete Dunne affrontait Tyler Bate pour bien sûr le championnat UK. Tyler Bate bien sûr étant le champion. Alors à noter qu'avant le début du match, on a vu Jim Ross arriver pour commenter ce match sous une superbe pop du public d'ailleurs. Que dire de ce match? Un véritable bijou, une perle, un match incroyable avec énormément de suspense et d'émotion. Les near falls se sont succédés, le public était en feu et on a même entendu plusieurs fois le public crier UK UK.
c'est pour moi un match of the year candidate à n'en pas douter, un match qui constituera peut-être un déclic pour cette division UK qui pour le moment a du mal à se faire une place à la WWE malgré les efforts qu'ils essayent de faire, notamment dernièrement lorsqu'ils viennent de diffuser sur le network le UK Championship Special qui s'est déroulé en Angleterre. Donc c'est quand même bien pour la division UK d'avoir un tel match. Et quant au résultat, puisque j'en ai pas parlé, c'est finalement Pete Dunne qui s'est imposé après que Tyler Bate ait tenté un plongeon extérieur qui a raté sa cible. Pete Dunne a alors profité de cette erreur en portant son Bitter End et en l'emportant. Donc victoire que j'avais aussi prédite, qui me semblait logique dans la mesure où Tyler Bate était champion depuis longtemps et qu'il fallait vraiment du renouveau. Pete Dunne est de plus un très bon lutteur avec beaucoup de charisme. Ce sera sûrement un champion de qualité. Mais quel match fut incroyable quoi. Il faut à tout prix voir ce match, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Voilà, il est near falls, il y a du suspense, on sait jamais qui va s'imposer. Les deux se rendaient coup pour coup. Il y avait on sentait vraiment que les deux lutteurs étaient très proches, d'égale valeur. Et on a vu voilà ce Pete Dunne très dur, très stiff, très voilà, très vicieux, avec ses écartèlements de mains, de doigts, comme on a pu le voir déjà dans ses matchs précédents. Et il a continué dans ce style-là. Et peut-être que c'est ça qui a fait la différence aussi. Mais c'est vraiment un super match. Et le public aussi, il a été embarqué, il s'est mis plusieurs fois debout pour acclamer ces deux lutteurs qui ont livré une bataille absolument épique. Et voilà, ça, ce match-là, il faudra le retenir dans les matchs de l'année, à n'en pas douter. C'est vraiment un match qui va rester dans les mémoires, je pense. Alors forcément après ça, c'est difficile d'enchaîner. On passe quand même au match suivant avec le triple threat match féminin entre Asuka la championne, Nikki Cross et Ruby Riott. Alors une petite surprise, parce que moi je pensais que ce serait l'avant-dernier match. En général, le match féminin c'est plutôt l'avant-dernier match et non l'antépénultième. Alors peut-être que cet ordre-là était un moyen pour gagner du temps et essayer de s'occuper au maximum de la cheville de Tommaso Ciampa qui s'était récemment blessé, comme on a pu le constater dernièrement. Euh, En tout cas, ça a encore été un très bon match. Moi, j'étais pas emballé en plus à la base par ce match, surtout avec l'absence d'Ember Moon pour cause de blessure à l'épaule. Et bien, ce match a été assez rythmé, avec pas mal de tombées qui ont été cassées par les unes ou les autres. Moi, j'ai trouvé par contre Ruby Riott légèrement moins mise en valeur que les deux autres. Le finish est plutôt bizarre, on va dire, avec une Asuka qui porte une sorte de Shining Wizard sur Riott, qui couvre à la fois, on voit Asuka qui couvre à la fois Ruby Riott et Nikki Cross, qui n'arrivent pas à se dégager, et Asuka donc couvre les deux à la fois et conserve donc logiquement son titre, ce qui semblait prévisible au vu de la feud de Riott Cross qui est toujours en cours, et sachant qu'Ember Moon a l'air programmée, on va dire, pour devenir la future championne et celle qui arrivera à détrôner Asuka. Mais en tout cas, ce fut un bon petit match. J'ai juste moins aimé ce finish, même s'il a l'avantage de ne pas dévaloriser une lutteuse par rapport à l'autre, puisque les deux ont été couvertes en même temps. C'est aussi un moyen de dire, je pense que Asuka est la patronne et que personne ne peut la battre pour le moment. Donc battre les deux à la fois, voilà, ça montre une sorte de domination. Je pense que c'était ça l'idée à travers ce finish un peu bizarre qui sortait de l'ordinaire. Euh, voilà, en tout cas, ce match m'a plu, plus que je l'aurais cru. Donc c'était plutôt une bonne surprise au final. Match suivant, alors là aussi une surprise, puisque c'était déjà le match pour le championnat NXT entre Hideo Itami et Bobby Roode. Ce qui, je pense, tend à confirmer qu'on cherche à s'occuper de la cheville de Tommaso Ciampa au maximum, afin qu'il soit prêt à lutter.
Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de rarissime hein, de voir un match de championnat NXT qui n'est pas en main event de Takeover. Je crois que c'était déjà arrivé avec un Sasha Banks Bailey hein, qui avait fait l'objet d'un main event, si je ne me trompe pas. Mais je crois que voilà, c'est l'une des rares fois où on ne voit pas ce championnat masculin de la NXT en main event. En tout cas, ça a été à nouveau un bon match qui aura duré aussi un bon moment. Itami aura réussi à se dégager quand même d'un Glorious DDT. Itami aura montré pas mal de strong style en tout cas. Hein. Il a fait beaucoup l'usage de ses jambes et ça, il s'est beaucoup attaqué à l'épaule de Bobby Roode tout au long du match. Ça a été un travail récurrent dans ce match. Itami arrivera aussi à porter son finisher, hein, le GTS, mais Roode aura roulé directement à l'extérieur et le temps qu'Itami le remette dans le ring, Roode arrivera à se dégager du tombé. Et alors qu'Itami était sur le point de porter un deuxième GTS, Itami se fait finalement contrer par un deuxième et même un troisième Glorious DDT pour la victoire finale de Bobby Roode, qui finalement conserve logiquement son titre comme prévu, j'ai envie de dire. Euh, donc on peut dire qu'Itami était bien un rival de transition en attendant un Black ou un McIntyre comme futur rival. En tout cas, je crois que j'ai préféré ce match au précédent match de Bobby Roode à TakeOver, notamment ce contre Nakamura. Même si globalement le match a été bon, mais voilà, j'ai un petit souci quand même avec Roode. Je m'ennuie quand même globalement dans ces matchs. Et Itami, c'est un peu pareil, c'est un peu bizarre, puisque c'est quand même indéniablement un très bon lutteur. Et en même temps, je sais pas, il manque quelque chose, il manque de charisme, il manque un truc qui fait que je m'emballe dans ces matchs. Euh, donc forcément, voir les deux sur le ring, ça m'ennuie un peu au final. Mais je peux pas dire que le match fut mauvais. Euh, C'était pas un mauvais match, mais il manquait quand même une étincelle qui aurait fait que je m'emballe pour ce match et que je m'enflamme comme justement le Tyler Bate Pete Dunne qu'il y a eu juste avant. C'est ça qui me manquait surtout. Mais voilà, j'attends de voir la suite pour Itami surtout parce que du coup je sais pas quels plans vont être réservés vu que maintenant ça va être difficile d'aller récupérer le titre maintenant et je voyais plus une opportunité, on va dire un one shot pour Itami. Donc maintenant je ne le vois plus concourir pour le titre, surtout que voilà, il a gagné clean, hein, faut le dire. Bobby Roode a gagné clean, donc voilà, je pense que Black ou McIntyre seront les prochains à feuder avec Bobby Roode. On passe maintenant au main event, donc comme je vous le disais, un peu la surprise, mais il fallait, je pense, conserver au maximum, enfin en tout cas s'occuper au maximum de la cheville de Tommaso Ciampa. Donc ça a été le match par équipe, le ladder match entre les Others of Pain et DIY. Donc on a vu Ciampa hein, qui était bien présent, qui avait l'air de bien aller en tout cas, parce que ça fut la bonne nouvelle hein, avant de démarrer ce match. On a vu un joli spot avec Gargano qui a plongé à travers l'échelle hein, directement sur les Others of Pain, pendant que Ciampa lui avait tiré la corde. Un autre moment fort du match fut quand les Others of Pain ont placé deux échelles à cheval sur le ring, et que le ring et la barricade, pardon, et que les DIY en ont finalement profité en plaçant les Others of Pain dessus et en leur portant deux splashs simultanés à partir d'une très très grande échelle. Ce fut spectaculaire et dévastateur en tout cas. Et on a vu aussi Gargano seul sur l'échelle, tout près de récupérer les ceintures, sauf que Paul Ellering est intervenu pour faire tomber Gargano et enlever l'échelle. Gargano a alors porté un kick directement sur Ellering. On a vu aussi Gargano se sacrifier, on va dire, à la place de Ciampa, et pour se prendre une échelle en pleine face. Ça a été vraiment très rude, on l'a vu au ralenti, je crois même qu'il a perdu une dent au passage. J'ai vu quelque chose sauter en tout cas. Et juste après, on a vu un spot incroyable hein, dans lequel Tommaso Ciampa a porté une German suplex directement à partir d'une échelle sur Razor qui a atterri directement sur une autre échelle qui s'est détruite en 1000 morceaux. Ça a été incroyable.
holy shit, comme disait le public. Et alors qu'on croyait que les DIY allaient gagner en récupérant les ceintures, les Authors of Pain sont intervenus en enlevant les échelles. Du coup, on a vu les DIY suspendus aux ceintures. C'est on va dire un segment, un passage classique de ladder match. On les a vus suspendus aux ceintures. Puis ils ont été réceptionnés par un double powerbomb de la part des Authors of Pain, puis d'un Super Collider et à nouveau d'un double powerbomb de la part des Authors of Pain, qui à ce moment-là en ont profité pour récupérer tranquillement, j'ai envie de dire, les ceintures et l'emporter. Donc les Authors of Pain conservent finalement leur titre comme je l'avais pronostiqué. Euh, donc je trouvais que c'était une meilleure idée puisque maintenant je voyais pas les DIY récupérer à nouveau les titres. Et il y a Heavy Machinery aussi qui se profile à l'horizon, donc je pense que c'est bien aussi de changer un peu parce que DIY on les voyait souvent tourner autour des titres, donc c'est bien de changer un peu. Et je voyais plutôt les Authors of Pain l'emporter. Euh, alors le truc c'est que on savait en tout cas que le pay-per-view était prévu pour se terminer à 4h30 du matin. Le truc c'est que le match est terminé aux alentours de 4h15, 4h20. Donc vous voyez qu'il y avait quand même énormément d'avance. Et d'ailleurs, avant les deux derniers matchs, il restait 1 heure. Donc vous pouvez se dire qu'il allait se passer quelque chose. Une apparition surprise ou quelque chose dans le genre. Du coup, bah, avec un main event qui avait quand même plus de 30 minutes d'exposition, hein, je craignais, on va dire, un heel turn de la part de l'un des deux DIY, notamment Ciampa. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Je voyais vraiment Ciampa plus Ciampa le faire que Gargano d'ailleurs, parce que Ciampa a quand même un côté plus heel que Gargano. On les a vus célébrer sur le ring, ovationnés par le public. J'ai cru que ça allait arriver, et puis finalement, non, il n'y avait rien. Ils ont quitté le ring. Ils ont, ils ont marché le long de la rampe. On affichait la fin du pay-per-view, donc je me suis dit, bon, bah finalement, il y aura rien. Ils ont fini avec de l'avance. Et en fait, à ce moment-là, surprise, Ciampa balance Gargano sur l'écran du mur, et le heel turn donc est officialisé. Un gros choc dans le public, vraiment un gros choc. Et en plus, ça a été quand même un moment difficile à regarder, hein. D'autant plus que Ciampa s'est acharné, est monté sur la table des commentateurs, a saisi Gargano par le menton et lui a porté une sorte de white noise, hein, à la Sheamus, directement sur la table, sur une table qui avait été, qui se situait à l'arrière de la table des commentateurs. Le public à ce moment-là était vraiment médusé. Ce heel turn a en tout cas produit son effet, on peut le dire, même si on pouvait s'y attendre un peu, hein. Ce heel turn a vraiment produit son effet. Et Gargano, hein, s'est vraiment fait démolir par Ciampa, et c'est vraiment un crève-cœur de voir ça, je pense, pour tout fan de catch qui se respecte. Mais en tout cas, si c'est pour avoir à nouveau un Ciampa versus Gargano comme celui qui nous avait offert lors du tournoi Cruiserweight Classic, moi je dis oui, hein, je suis vraiment hypé de ouf pour un match entre les deux. Euh, le bémol, on va dire, c'est qu'au final, on ne verra jamais les DIY dans le main roster, hein. Même si ça fait un moment, hein, qu'on entend parler de ce heel turn de Ciampa et d'une carrière solo de Gargano, hein, comme le disaient les dernières rumeurs, puisqu'on l'avait vu. Euh, on avait eu ces rumeurs-là. Donc ce heel turn est finalement arrivé. Euh, c'était difficile parce que voilà, je pense on aimait tous cette équipe et on aurait bien aimé les voir dans le main roster. Ils nous ont tellement produit de bons matchs, des matchs mémorables. Euh, et voilà, enfin Gargano, on l'aime bien, il est sympa. Et puis c'est surtout une amitié qui est forte entre les deux, on le sait. Donc voir ça, c'est terrible, c'est terrible à voir. Et voilà quoi,
Ça a été une fin de pay-per-view qui a été vraiment très difficile à voir. Mais au final, c'est quand même dingue parce que j'étais vraiment pas très motivé, faut le reconnaître, par ce takeover à la base. Et au final, pour moi en tout cas, ça aurait été pour moi l'un des meilleurs takeovers que j'ai vu. Parce que tous les matchs furent de qualité, hein, il y avait vraiment pas grand chose à acheter, hein. Même, voilà, on peut dire que le Rudy Tami, bon, c'était un peu boring par moment, mais faut pas dire qu'il a été mauvais. L'opener pareil, euh, y a rien, hein, y a rien à acheter. Euh, et bien entendu, ce que je devrais mettre en avant, hein, c'est le match UK, qui sera, je pense, l'un des matchs of the year à la WWE, et bien sûr donc ce ladder match avec ce terrible heel turn de Ciampa qui va briser le cœur de bien des fans de catch. Donc au final, un takeover de très bonne qualité qui mérite pour moi un 8 sur 10. C'est une note qui est haute mais qui pour moi est amplement méritée. Il faut à tout prix voir ce takeover pour ceux qui l'auraient pas vu. Ça sera ça sera dur à mon avis pour Backlash de faire aussi bien, hein, puisqu'il va avoir lieu en plus dès le lendemain. Mais ce takeover, voilà, il va rester dans les mémoires. Et on va rester sous le choc, je pense, de ce qui s'est passé à la fin. Euh, et euh, ce UK Championship aussi qui aurait été absolument extraordinaire. Avec un public de Chicago qui était très très chaud, comme on pouvait s'en douter. Voilà pour cette review de NXT TakeOver Chicago. N'hésitez pas à faire vos commentaires et liker et à partager cette vidéo. Je suis sûr que vous avez des choses à dire, des réactions. Peut-être que vous serez plus dur avec moi au niveau de ce pay-per-view, peut-être avec le Road Itami que vous n'aurez peut-être pas apprécié autant que moi. Vous serez peut-être plus critique en tout cas. Euh, Peut-être que vous n'avez pas vu venir le turn de Ciampa. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Euh, voilà, en tout cas, moi, je suis encore un peu sous le choc de ce pay-per-view que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je pense que ça fera partie de mes takeovers préférés. En tout cas, on se retrouve très vite, hein, puisque on se retrouvera dans l'après-midi de ce dimanche pour vous parler des pronostics de Backlash. Donc une vidéo qui sera, je pense, un peu plus longue, puisqu'il y a quand même pas mal de matchs à voir ensemble. Voilà, il est quasiment 6 heures du matin, donc il va falloir finir cette vidéo avant d'aller se coucher. Il est tard. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit, un bon dimanche, et on se retrouve de toute façon dans quelques heures. Et d'ici là, bien entendu, vive le catch. Ciao!